Ce quatrième livre de Moïse Inonjo ne laisse personne indifférent. Elle montre un utérus contenant un fœtus en larmes, la tête tournée vers le haut plutôt que vers le bas. Le signe qui n'est pas près de naître, le signe surtout qu'il est condamné à ne jamais naître. C'est un roman de 111 pages, écrit dans un style accessible par ce philosophe à la plume engagée. Empêcheur de penser en rond, qui de roman en roman s'acharne à déconstruire avec impertinence la face sombre de nos sociétés modernes. Après Prostituer ma sœur en 2006, le journal intime d'un étudiant séropositif en 2010, Moïse Inonjo reste fidèle à son univers littéraire sombre avec ce dernier roman qui s'attaque à l'épineuse question de l'avortement. Un roman qu'a lu le ministre des Arts et de la Culture. J'ai lu ce livre après avoir été accroché par le titre. J'ai parcouru le contenu plein de suspense et de leçons, tant sur le plan éthique, social que psychique. Ce livre est passionnant parce qu'il vient contribuer au renforcement de l'éducation scolaire et sexuelle de nos enfants, de nos élèves et de nos sociétés. L'intrigue de Condamné à ne jamais naître se noue autour de la confession d'un médecin derrière les barreaux et ravagé par les cauchemars de 861 nuits en prison. Condamné par la justice de son pays pour avoir involontairement tué une jeune fille mineure à travers un avortement illégal. Un roman passionnant et scénarisé en un petit film qui résume l'œuvre. Il introduisit dans son vagin des tiges laminaires. Les tiges laminaires, ce sont... Pendant le temps qu'il a passé en prison, il s'est rendu compte qu'au-delà des 4 murs, son cœur est devenu une prison. Parce qu'il vit des moments de drame, des moments de cauchemar. Alors il prend la décision de raconter tout ce qu'il a eu à vivre comme expérience dans le domaine de l'avortement. C'est 15 ans de pratiques avorteuses qui sont justement racontés dans ce livre. Ce quatrième roman de ce philosophe à la fibre sociale est préfacé par Madame Solange Toussa, directrice exécutive de l'association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, pour qui ce livre questionne et interpelle chacun sur le drame de l'avortement. Nous tous nous sommes interpellés pour dire non. Non aux avortements provoqués. Mais pour dire non aux avortements provoqués, il y a un certain nombre d'actes qu'on doit prendre. En tant que parents, on doit pouvoir éduquer, assurer le rôle d'éducateur que nous sommes. Moïse Inonjo est l'une des plumes les plus prolifiques de la nouvelle génération d'écrivains togolais. Les écrivains qui se financent avec leurs propres moyens. Une situation qui devrait bientôt changer. Le ministre des Arts et de la Culture promet une enveloppe pour financer cette littérature dans le cadre du projet de politique nationale du livre et de la lecture en cours de gestation. En bref, sachez qu'au Mali, les résultats définitifs du second tour des présidentielles sont connus et sans surprise, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui arrive en tête avec 77,61% des suffrages, une large avance sur son challenger Soumaïla Cissé qui ne recueille que 22,39% des voix. Soumaïla Cissé avait même déjà reconnu sa défaite. Il a personnellement félicité Ibeka il y a quelques jours. En Égypte, les autorités ont imposé un couvre-feu pour un mois entier et ces mêmes autorités veulent désormais afficher une fermeté face aux frères musulmans. Ces derniers ont encore appelé leurs militants à descendre à nouveau dans les rues de la capitale pour s'opposer au massacre de la veille et contraindre les autorités à un retour à la légalité constitutionnelle, c'est-à-dire le rétablissement de Mohamed Morsi. Les manifestations de la veille avaient fait plus de 500 morts selon la police, plus de 2000 selon les frères musulmans. Les rues du Caire semblent calmes ce jeudi matin. Les soldats finissent de démanteler les tentes des opposants. Les habitants, eux, s'affairent à effacer les dégâts de la veille. Je prie Dieu pour que ce bain de sang s'arrête. Nous ne voulons plus voir ce que nous avons vu. Nous voulons que l'Égypte vive dans la sécurité et la stabilité. Mais le couvre-feu mis en place a été levé tôt ce matin. Une nouvelle flambée de violence est à craindre. Les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ont appelé les Égyptiens à manifester contre le massacre. Un défilé pour dénoncer les nombreux morts. Hier, la dispersion des pro-Morsi par les forces de l'ordre a été musclée. Plus de 500 personnes sont mortes selon les autorités, dont 43 policiers. Les frères musulmans, eux, parlent de plus de 2000 victimes, certaines mortes sous les balles. Mais le réel bilan des affrontements reste pour le moment incertain. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence pour un mois. Elles adoptent désormais une position très ferme face aux manifestants.
Je pense qu'après avoir annoncé l'état d'urgence, après que le président a mandaté les militaires pour assister les forces de l'ordre, après une complète coordination entre nous et l'armée, nous n'autoriserons plus aucune manifestation sur les places du pays, peu importe le sacrifice. Pour les autorités, les forces de l'ordre ont agi avec une très grande retenue. Le Premier ministre s'en est félicité. Le prix Nobel de la paix, lui, s'est désolidarisé. Mohamed El-Baradei a démissionné de son poste de vice-président, refusant d'assumer les conséquences de décisions avec lesquelles il n'était pas d'accord, Dixit. Lui avait plaidé pour une solution politique à la crise avec la participation des frères musulmans à la transition. Il se rallie ainsi à la position de la communauté internationale qui a condamné en masse l'intervention violente du gouvernement égyptien. Ce dernier s'est engagé à poursuivre le processus qui doit mener à des élections début 2014. Pour le moment, le pays en est loin. Et après ces violences meurtrières, le calme semble régner dans les rues du Caire, la capitale égyptienne, ce matin. Un calme précaire que l'armée tente de préserver en maintenant son dispositif sécuritaire au niveau maximal. Dans les rues du Caire, on peut mesurer les dégâts causés par les affrontements entre frères musulmans et la police. Sur cette place, le sang a coulé hier abondamment. L'intervention des forces de l'ordre a été d'une rare violence. Officiellement, il y a près de 400 morts. Ce matin, plus un islamiste sur ce camp de Rabaa al-Adawiya, mais des policiers et des militaires qui tentent de faire place nette. Officiellement, nous ne sommes pas autorisés à filmer, nous le faisons discrètement. L'armée gère avec poigne la situation et la communication. Dans le centre du Caire, un peu partout, les traces des affrontements. Ici, des islamistes ont jeté par-dessus le pont une voiture de policiers. Il y avait dedans 4 hommes. Dans le quartier d'Abbasiyya, une fumée âcre prend à la gorge. Les frères musulmans ont incendié ici le ministère des Finances. Ils venaient d'être dispersés par les forces de l'ordre de leur campement, mais ils ont saccagé ici de nombreux bâtiments. Pourquoi ils détruisent nos biens, nos ministères? Ça ne va pas. Ils ont brûlé 6 bâtiments et incendié 250 voitures. C'est inadmissible. Ces frères musulmans, ce sont des terroristes, pas des musulmans. Il n'y aura pas de violence aujourd'hui. Ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient hier et ils sont responsables de ce qui leur arrive. Ce matin, les blindés de l'armée égyptienne quadrillent toujours le centre-ville. Le calme est revenu, en apparence au moins. Ici, ce sont des opposants aux islamistes. Ils sont derrière l'armée. Il fallait, disent-ils, faire usage de la force. Ils approuvent l'assaut lancé par les forces de l'ordre. La date du 15 août est aussi célébrée par le Japon et la Corée du Sud. Au Japon, on célèbre cette année le 60e anniversaire de la capitulation nippone durant la Seconde Guerre mondiale, l'occasion pour les autorités japonaises de provoquer à nouveau la polémique. Plusieurs ministres se sont rendus au sanctuaire de Yasukuni. Un sanctuaire où reposent 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la fin de la guerre. Il n'en fallait pas plus pour raviver les rancœurs. Fidèles à la tradition, des vétérans et des officiels japonais se recueillent aujourd'hui à Tokyo au sanctuaire Yasukuni. Aujourd'hui 15 août, on commémore le 68e anniversaire de la capitulation du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le chef du gouvernement participe aux cérémonies, mais il ne s'est pas déplacé dans ce sanctuaire controversé où reposent 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. Shinzo Abe n'y est donc pas, mais rend hommage aux soldats disparus. J'ai demandé à l'un de mes collaborateurs qu'il dépose en mon nom une offrande pour ceux qui ont combattu et sacrifié leur précieuse vie. Je leur exprime toute ma gratitude et mon respect. Virage radical, car le Premier ministre n'exprime aujourd'hui aucun regret vis-à-vis de ses voisins pour les souffrances infligées pendant la guerre, comme il était d'usage de le faire. Des voisins qui, sans surprise critique, comme chaque année la Chine condamne. En Corée du Sud, on commémore aussi ce jour, mais avec des hurrahs. Séoul célèbre sa libération, l'occasion pour la présidente d'envoyer un message à Tokyo. Le Japon a besoin de faire face à son histoire. J'attends des autorités qu'elles prennent enfin des mesures pour alléger l'agonie de ses victimes.
Hier à Séoul, près de 2000 personnes ont manifesté contre le Japon, parmi elles des survivantes de guerre, appelées pudiquement femmes de confort. Arrachées à leur famille par l'armée japonaise pendant la guerre, ces anciennes esclaves sexuelles demandent depuis plus de 20 ans des excuses et des compensations à Tokyo, demandes restées pour l'heure sans réponse. En sport, c'est la fin du parcours au sportif de Marion Bartoli. La numéro 1 française et 7e joueuse mondiale du tennis met un terme à sa carrière. Elle jette les raquettes sur une défaite. C'est une décision qui surprend beaucoup dans le monde du tennis, surtout que Marion Bartoli vient de remporter Wimbledon il n'y a pas si longtemps. L'extrême émotion de Marion Bartoli qui exprime sa lassitude lors d'une conférence de presse à Cincinnati après sa défaite. Bartoli a pris la décision de ranger définitivement ses raquettes. Il est temps pour moi de mettre fin à ma carrière. Après son triomphe à Wimbledon, ce premier sacre aurait été aussi son dernier avant de tirer définitivement sa révérence. Marion Bartoli met fin à sa carrière pour des raisons physiques. Je sens que mon corps ne peut vraiment plus. J'ai déjà eu beaucoup de blessures depuis le début de l'année et je sentais que c'était de plus en plus difficile et je suis vraiment allée jusqu'au bout de mes limites pour arriver à gagner ce tournoi du Grand Chelem, ce qui comptait le plus au monde pour moi, et je suis arrivée. Mais juste là, mon corps ne peut vraiment plus assumer. Après 13 ans d'une carrière bien remplie, le poids des entraînements à répétition aura sans doute eu raison de sa détermination. Aujourd'hui, cette sortie brutale en a surpris plus d'un, à commencer par Patrice Dominguez. Marion avait déclaré il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours seulement, qu'elle avait beaucoup de projets, qu'elle avait encore beaucoup d'ambition, qu'elle avait encore beaucoup d'appétit et d'amour pour le tennis, et que le plein de confiance après sa victoire à Wimbledon, elle envisageait même de gagner d'autres grands tournois. Certains restent encore sceptiques sur cette sortie définitive de Marion Bartoli, qui va maintenant laisser un grand vide au sein de l'équipe de France. C'est une victoire qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. En tout cas, ils ne l'oublieront jamais durant leur vie. En match amical hier soir, la Suisse a battu le Brésil, quintuple champion du monde, sur un score d'1-0. À l'image d'un Xherdan Shaqiri heureux et épanoui, l'équipe de Suisse peut être satisfaite de sa soirée d'hier au Parc Saint-Jacques. Car en face, c'était le Brésil, tout juste auréolé de sa victoire en Coupe des Confédérations. Les quintuples champions du monde se sont créés des occasions, mais sans parvenir à tromper la vigilance d'un Diego Benaglio impérial devant Hulk. Le dernier rempart helvétique également servi par la chance sur cette tête de Paulinho qui heurte la transversale de son but. Mais les Suisses ne se sont pas laissés impressionner par l'aura brésilienne. Très présents dans les duels, les hommes d'Ottmar Hitzfeld se sont aussi créés des occasions. L'image de Shaqiri juste avant le repos. Le but de ce match tombe à la 48e minute. Il est le fruit d'une offrande du défenseur brésilien Dani Alves. Dès la fin de la rencontre, le staff de l'équipe suisse prenait garde de ne pas s'enflammer. Les 2 matchs de septembre seront, eux, décisifs en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde. Ça sert à rien de battre le Brésil et puis de faire une merde contre l'Islande et la Norvège, donc il s'agit maintenant d'être fort mentalement. Il va falloir être très concentré, présent comme on l'a été aujourd'hui. On a répondu présent physiquement aussi, et je crois que sur ce point-là, ça a été aussi un gros point positif, parce que le Brésil, physiquement, c'est quand même une sacrée machine. Prochain rendez-vous, le 6 septembre à Berne, face à l'Islande. Voilà, et merci à vous tous qui nous suivez depuis Mango et partout ailleurs.